L'idéologie allemande. Karl Marx, Friedrich Engels. Feuerbach. Opposition de la conception matérialiste et idéaliste. A. L'idéologie en général, et en particulier l'idéologie allemande. Même dans ses tout derniers efforts, la critique allemande n'a pas quitté le terrain de la philosophie. Bien loin d'examiner ses bases philosophiques générales, toutes les questions sans exception qu'elle s'est posées ont jailli au contraire du sol d'un système philosophique déterminé, le système hegelien. Ce n'est pas seulement dans leurs réponses, mais bien déjà dans les questions elles-mêmes qu'il y avait une mystification. Cette dépendance de Hegel est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas un seul de ces modernes critiques qui ait seulement tenté de faire une critique d'ensemble du système hegelien, bien que chacun jure avec force qu'il a dépassé Hegel. La polémique qu'ils mènent contre Hegel et entre eux se borne à ceci. Chacun isole un aspect du système hegelien et le tourne à la fois contre le système tout entier et contre les aspects isolés par les autres. On commença par choisir des catégories hegeliennes pures, non falsifiées, telles que la substance, la conscience de soi. Plus tard, on profana ces catégories par des termes plus temporels, tels que le genre, l'unique, l'homme, etc. Toute la critique philosophique allemande de Strauss à Stirner se limite à la critique des représentations religieuses. 5. Note en bas de page. 5. L'idéologie en général, spécialement la philosophie allemande. Nous ne connaissons qu'une seule science, celle de l'histoire. L'histoire peut être examinée sous deux aspects. On peut la scinder en histoire de la nature et histoire des hommes. Les deux aspects, cependant, ne sont pas séparables. Aussi longtemps qu'existent les hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement. L'histoire de la nature, ce qu'on désigne par science de la nature, ne nous intéresse pas ici. Par contre, il nous faudra nous occuper en détail de l'histoire des hommes. En effet, presque toute l'idéologie se réduit ou bien à une conception fausse de cette histoire, ou bien à en faire totalement abstraction. L'idéologie elle-même n'est qu'un des aspects de cette histoire. On partit de la véritable religion et de la théologie proprement dite. Ce que l'on entendait par conscience religieuse, par représentation religieuse, reçut par la suite des déterminations diverses. Le progrès consistait à subordonner aussi à la sphère des représentations religieuses ou théologiques les représentations métaphysiques, politiques, juridiques, morales et autres que l'on prétendait prédominantes. De même, on proclamait que la conscience politique, juridique et morale est une conscience religieuse ou théologique et que l'homme politique, juridique et moral, l'homme, en dernière instance, est religieux. On postula la domination de la religion. Et petit à petit, on déclara que tout rapport dominant était un rapport religieux et on le transforma en culte, culte du droit, culte de l'État, etc. Partout, on n'avait plus affaire qu'au dogme et à la foi dans les dogmes. Le monde fut canonisé à une échelle de plus en plus vaste jusqu'à ce que le vénérable saint Max pût le canoniser en bloc et le liquider ainsi une fois pour toutes. Les vieux hegeliens avaient compris toute chose dès l'instant qu'ils l'avaient ramené à une catégorie de la logique hegelienne. Les jeunes hegeliens critiquèrent tout, en substituant à chaque chose des représentations religieuses ou en la proclamant théologique. Jeunes et vieux hegeliens
sont d'accord pour croire, dans le monde existant, au règne de la religion, des concepts et de l'universel. La seule différence est que les uns combattent comme une usurpation cette domination que les autres célèbrent comme légitime. Chez les jeunes hegéliens, les représentations, idées, concepts, en un mot, les produits de la conscience, qu'ils ont eux-mêmes promus à l'autonomie, passent pour les chaînes réelles des hommes, au même titre qu'ils sont proclamés comme étant les liens réels de la société humaine par les vieux hegéliens. Il va donc de soi que les jeunes hegéliens doivent lutter uniquement contre ces illusions de la conscience. Comme, dans leur imagination, les rapports des hommes, tous leurs faits et gestes, leurs chaînes et leurs limites sont des produits de leur conscience. Les jeunes hegéliens, logiques avec eux-mêmes, proposent aux hommes ce postulat moral. Troquer leur conscience actuelle contre la conscience humaine, critique ou égoïste, et ce faisant, abolir leurs limites. Exiger ainsi la transformation de la conscience revient à interpréter différemment ce qui existe, c'est-à-dire à l'accepter au moyen d'une interprétation différente. En dépit de leurs phrases pompeuses, qui, soi-disant, bouleversent le monde, les idéologues de l'école jeune hegélienne sont les plus grands conservateurs. Les plus jeunes d'entre eux ont trouvé l'expression exacte pour qualifier leur activité lorsqu'ils affirment qu'ils luttent uniquement contre une phraséologie. Ils oublient seulement qu'eux-mêmes n'opposent rien qu'une phraséologie à cette phraséologie et qu'ils ne luttent pas le moins du monde contre le monde qui existe réellement, en se battant uniquement contre la phraséologie de ce monde. Les seuls résultats auxquels put aboutir cette critique philosophique furent quelques éclaircissements en histoire religieuse, et encore d'un point de vue très étroit, sur le christianisme. Toutes leurs autres affirmations ne sont que de nouvelles façons d'enjoliver leur prétention d'avoir apporté des découvertes d'une portée historique grâce à ces éclaircissements insignifiants. Il n'est venu à l'idée d'aucun de ces philosophes de se demander quel était le lien entre la philosophie allemande et la réalité allemande, le lien entre leur critique et leur propre milieu matériel. Les prémices dont nous partons ne sont pas des bases arbitraires, des dogmes. Ce sont des bases réelles dont on ne peut faire abstraction qu'en imagination. Ce sont les individus réels, leurs actions et leurs conditions d'existence matérielle, celles qu'ils ont trouvées toutes prêtes, comme aussi celles qui sont nées de leur propre action. Ces bases sont donc vérifiables par voie purement empirique. La condition première de toute histoire humaine est naturellement l'existence d'êtres humains vivants. Le premier acte historique de ces individus, par lequel ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Le premier état de fait à constater est donc la complexion corporelle de ces individus et les rapports qu'elle leur crée avec le reste de la nature. Nous ne pouvons naturellement pas faire ici une étude approfondie de la constitution physique de l'homme elle-même, ni des conditions naturelles que les hommes ont trouvées toutes prêtes, conditions géologiques, orographiques, hydrographiques, climatiques et autres. Or, cet état de choses ne conditionne pas seulement l'organisation qui émane de la nature, l'organisation primitive des hommes, leur différence de race notamment, il conditionne également tout leur développement ou non-développement ultérieur jusqu'à l'époque actuelle. Toute l'histoire doit partir de ces bases naturelles et de leur modification par l'action des hommes au cours de l'histoire. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux,
dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d'existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même. La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence dépend d'abord de la nature des moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des individus. Il représente au contraire déjà un mode déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production. Cette production n'apparaît qu'avec l'accroissement de la population. Elle-même présuppose pour sa part des relations 6. Note en bas de page. 6. Marx emploie ici le mot « Verkehr » qu'il traduit lui-même par « commerce » au sens large du mot, dans sa lettre à Annenkov. Plus loin reviendront les termes de Verkehrsform, Verkehrsverhältnisse, par lesquels Marx entend ce qu'il désignera plus tard par rapport de production, Produktionsverhältnis. Des individus entre eux. La forme de ces relations est à son tour conditionnée par la production. Les rapports des différentes nations entre elles dépendent du stade de développement où se trouve chacune d'elles en ce qui concerne les forces productives, la division du travail et les relations intérieures. Ce principe est universellement reconnu. Cependant, non seulement les rapports d'une nation avec les autres nations, mais aussi toute la structure interne de cette nation elle-même dépendent du niveau de développement de sa production et de ses relations intérieures et extérieures. L'on reconnaît de la façon la plus manifeste le degré de développement qu'ont atteint les forces productives d'une nation au degré de développement qu'a atteint la division du travail. Dans la mesure où elle n'est pas une simple extension quantitative des forces productives déjà connues jusqu'alors, ouvrez la parenthèse, défrichement de terre par exemple, fermez la parenthèse, toute force de production nouvelle a pour conséquence un nouveau perfectionnement de la division du travail. La division du travail à l'intérieur d'une nation entraîne d'abord la séparation du travail industriel et commercial, d'une part, et du travail agricole, d'autre part, et, de ce fait, la séparation de la ville et de la campagne et l'opposition de leurs intérêts. Son développement ultérieur conduit à la séparation du travail commercial et du travail industriel. En même temps, du fait de la division du travail à l'intérieur des différentes branches, on voit se développer à leur tour différentes subdivisions parmi les individus coopérant à des travaux déterminés. La position de ces subdivisions particulières, les unes par rapport aux autres, est conditionnée par le mode d'exploitation du travail agricole, industriel et commercial. Ouvrez la parenthèse, patriarcat, esclavage, ordre et classe. Fermez la parenthèse. Les mêmes rapports apparaissent quand les échanges sont plus développés dans les relations des diverses nations entre elles. Les divers stades de développement de la division du travail représentent autant de formes différentes de la propriété. Autrement dit, chaque nouveau stade de la division du travail détermine également les rapports des individus entre eux pour ce qui est de la matière,
des instruments et des produits du travail. La première forme de la propriété est la propriété de la tribu. 7. Note en bas de page. 7. À l'époque où Marx écrit ces lignes, on attribuait une grande importance à la notion de tribu, de clan. L'ouvrage de Morgan, publié en 1877, est consacré à l'étude de la société primitive, précisera les notions de gens et de clan. Engels utilisera les résultats de Morgan dans son ouvrage L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Ouvrez la parenthèse, 1884, fermez la parenthèse. Elle correspond à ce stade rudimentaire de la production où un peuple se nourrit de la chasse et de la pêche, de l'élevage du bétail ou, à la rigueur, de l'agriculture. Dans ce dernier cas, cela suppose une grande quantité de terres incultes. À ce stade, la division du travail est encore très peu développée et se borne à une plus grande extension de la division naturelle telle que l'offre la famille. La structure sociale se borne, de ce fait, à une extension de la famille, chef de la tribu patriarcale, avec au-dessous d'eux les membres de la tribu, et enfin, les esclaves. L'esclavage, latent dans la famille, ne se développe que, peu à peu, avec l'accroissement de la population et des besoins, et aussi avec l'extension des relations extérieures, de la guerre tout autant que du troc. La seconde forme de la propriété est la propriété communale et propriété d'État qu'on rencontre dans l'Antiquité et qui provient surtout de la réunion de plusieurs tribus en une seule ville, par contrat ou par conquête, et dans laquelle l'esclavage subsiste. À côté de la propriété communale, la propriété privée, mobilière et plus tard immobilière se développe déjà, mais comme une forme anormale et subordonnée à la propriété communale. Ce n'est que collectivement que les citoyens exercent leur pouvoir sur leurs esclaves qui travaillent, ce qui les lie déjà à la forme de la propriété communale. Cette forme est la propriété privée communautaire des citoyens actifs qui, en face des esclaves, sont contraints de conserver cette forme naturelle d'association. C'est pourquoi toute la structure sociale, fondée sur elle et avec elle la puissance du peuple, se désagrège dans la mesure même où se développe en particulier la propriété privée immobilière. La division du travail est déjà plus poussée. Nous trouvons déjà l'opposition entre la ville et la campagne, et plus tard l'opposition entre les États qui représentent l'intérêt des villes et ceux qui représentent l'intérêt des campagnes, et nous trouvons, à l'intérieur des villes elles-mêmes, l'opposition entre le commerce maritime et l'industrie. Les rapports des classes entre citoyens et esclaves ont atteint leur complet développement. Le fait de la conquête semble être en contradiction avec toute cette conception de l'histoire. Jusqu'à présent, on a fait de la violence, de la guerre, du pillage, du brigandage, etc. la force motrice de l'histoire. Force nous est ici de nous borner aux points capitaux, et c'est pourquoi nous ne prenons qu'un exemple tout à fait frappant, celui de la destruction d'une vieille civilisation par un peuple barbare et la formation qui s'y rattache d'une nouvelle structure sociale qui repart à zéro. Ouvrez la parenthèse. Rome et les barbares, la féodalité et la Gaule, le Bas-Empire et les Turcs. Fermez la parenthèse. Chez le peuple barbare conquérant, la guerre elle-même est encore, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, un mode de rapport normal qui est pratiqué avec d'autant plus de zèle que l'accroissement de la population crée de façon plus impérieuse le besoin de nouveaux moyens de production, étant donné le mode de production traditionnel et rudimentaire qui est pour ce peuple le seul possible.
En Italie, par contre, on assiste à la concentration de la propriété forcière réalisée par héritage, par achat et endettement aussi, car l'extrême dissolution des mœurs et la rareté des mariages provoquaient l'extinction progressive des vieilles familles et leurs biens tombèrent aux mains d'un petit nombre. De plus, cette propriété foncière fut transformée en pâturage, transformation provoquée, en dehors des causes économiques ordinaires, valable encore de nos jours, par l'importation de céréales pillées ou exigées à titre de tribut, et aussi par la pénurie de consommateurs pour le blé italien qui s'ensuivait. Par suite de ces circonstances, la population libre avait presque complètement disparu. Les esclaves eux-mêmes menaçaient sans cesse de s'éteindre et devaient être constamment remplacés. L'esclavage resta la base de toute la production. Les plébéiens, placés entre les hommes libres et les esclaves, ne parvinrent jamais à s'élever au-dessus de la condition du Lumpenproletariat. 8. Note en bas de page. 8. Mot à mot, prolétariat en haillons. Élément déclassé misérable, non organisé, du prolétariat urbain. Du reste, Rome ne dépassa jamais le stade de la ville. Elle était liée aux provinces par des liens presque uniquement politiques que des événements politiques pouvaient bien entendu rompre à leur tour. Avec le développement de la propriété privée, on voit apparaître pour la première fois les rapports que nous retrouvons dans la propriété privée moderne, mais à une plus vaste échelle. D'une part, la concentration de la propriété privée qui commença très tôt à Rome, comme l'atteste de la loi agraire de Licinius. 9. Note en bas de page. 9. Licinius, vers 350 avant notre ère, tribun du peuple qui avec Sextius édita en 367 des lois favorisant les plébéiens. En vertu de ces textes, aucun citoyen romain n'avait le droit de posséder plus de 500 jugeras, environ 125 hectares, de propriété d'État, ager publicus. Après 367, la fin de terre des plébéiens fut en partie apaisée grâce aux conquêtes militaires. Ils reçurent en partage une partie des terres ainsi annexées. Et progressa rapidement à partir des guerres civiles et surtout sous l'Empire, d'autre part, en corrélation avec ces faits, la transformation des petits paysans plébéiens en un prolétariat acquis sa situation intermédiaire entre les citoyens possédants et les esclaves interdit, toutefois un développement indépendant. La troisième forme est la propriété féodale. 10. Note en bas de page. 10. Marx et Engels nuanceront plus tard cette description, ce schéma de l'évolution des structures de la propriété, en notant qu'elle n'est valable que pour l'Europe occidentale et en signalant l'existence d'un mode de production asiatique. Confère lettre sur Le Capital et La Pensée, numéro 114. Ou celle des divers ordres. Tandis que l'Antiquité partait de la ville et de son petit territoire, le Moyen-Âge partait de la campagne. La population existence, clairsemée et éparpillée sur une vaste superficie, et que les conquérants ne vinrent pas beaucoup grossir, conditionna ce changement de point de départ. À l'encontre de la Grèce et de Rome, le développement féodal débute donc sur un terrain bien plus étendu, préparé par les conquêtes romaines et par l'extension de l'agriculture qu'elles entraînaient initialement. Les derniers siècles de l'Empire romain en déclin et la conquête des barbares eux-mêmes anéantirent une masse de forces productives,
L'agriculture avait décliné. L'industrie était tombée en décadence par manque de débouchés. Le commerce était en veilleuse ou interrompu par la violence. La population, tant rurale qu'urbaine, avait diminué. Cette situation donnée et le mode d'organisation de la conquête qui en découla développèrent, sous l'influence de l'organisation militaire des Germains, la propriété féodale. Comme la propriété de la tribu et de la commune, celle-ci repose à son tour sur une communauté en face de laquelle ce ne sont plus les esclaves, comme dans le système antique, mais les petits paysans asservis qui constituent la classe directement productive. Parallèlement au développement complet du féodalisme, apparaît en outre l'opposition aux villes. La structure hiérarchique de la propriété foncière et la suzeraineté militaire qui allait de pair avec elle conférèrent à la noblesse la toute-puissance sur les serfs. Cette structure féodale, tout comme l'antique propriété communale, était une association contre la classe productive dominée, à ceci près que la forme de l'association et les rapports avec les producteurs étaient différents parce que les conditions de production étaient différentes. À cette structure féodale de la propriété foncière correspondait, dans les villes, la propriété corporative, organisation féodale du métier. Ici, la propriété consistait principalement dans le travail de chaque individu. La nécessité de l'association contre la noblesse pillarde associée, le besoin de marchés couverts communs en un temps où l'industriel se doublait d'un commerçant, la concurrence croissante des serfs qui s'évadaient en masse vers les villes prospères, la structure féodale de tous les pays firent naître les corporations. Les petits capitaux, économisés peu à peu par les artisans isolés, et le nombre invariable de ceux-ci, dans une population sans cesse accrue, développèrent la condition de compagnons et d'apprentis qui fit naître dans les villes une hiérarchie semblable à celle de la campagne. La propriété principale consistait donc pendant l'époque féodale, d'une part, dans la propriété foncière à laquelle est enchaîné le travail des serfs, d'autre part, dans le travail personnel, à l'aide d'un petit capital, réagissant le travail des compagnons. La structure de chacune de ces deux formes était conditionnée par les rapports de production bornés, l'agriculture rudimentaire et restreinte de l'industrie artisanale. À l'apogée du féodalisme, la division du travail fut très peu poussée. Chaque pays portait en lui-même l'opposition ville-campagne. La division en ordre était à vrai dire très fortement marquée, mais à part la séparation en principe régnant, noblesse, clergé et paysans à la campagne, et celle en maîtres, compagnons et apprentis, et bientôt aussi en une plèbe de journaliers dans les villes, il n'y eut pas de division importante du travail. Dans l'agriculture, elle était rendue plus difficile par l'exploitation morcelée, à côté de laquelle se développa l'industrie domestique des paysans eux-mêmes. Dans l'industrie, le travail n'était nullement divisé à l'intérieur de chaque métier, et fort peu entre les différents métiers. La division entre le commerce et l'industrie existait déjà dans des villes anciennes, mais elle ne se développa que plus tard, dans les villes neuves, lorsque les villes entrèrent en rapport les unes avec les autres. La réunion de pays d'une certaine étendue en royaumes féodaux était un besoin pour la noblesse terrienne comme pour les villes. De ce fait, l'organisation de la classe dominante, c'est-à-dire de la noblesse, eut partout un monarque à sa tête. Voici donc les faits. Des individus déterminés qui ont eu une activité productive selon un mode déterminé entrent dans des rapports sociaux et politiques déterminés. Il faut que dans chaque cas isolé, l'observation empirique montre dans les faits, et sans aucune spéculation ni mystification, le lien entre la structure sociale et politique et la production.
La structure sociale et l'État résultent constamment du processus vital d'individus déterminés. Mais de ces individus, non point tels qu'ils peuvent s'apparaître dans leur propre représentation ou apparaître dans celle d'autrui, mais tels qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire tels qu'ils œuvrent et produisent matériellement, donc tels qu'ils agissent sur des bases et dans des conditions et limites matérielles déterminées et indépendantes de leur volonté. Les représentations que se font ces individus sont des idées, soit sur leur rapport avec la nature, soit sur leur rapport entre eux, soit sur leur propre nature. Il est évident que, dans tous ces cas, ces représentations sont l'expression consciente, réelle ou imaginaire de leur rapport et de leur activité réelle, de leur production, de leur commerce, de leur organisation politique et sociale. Il n'est possible d'émettre l'hypothèse inverse que si l'on suppose, en dehors de l'esprit des individus réels, conditionnés matériellement, un autre esprit encore, un esprit particulier. Si l'expression consciente des conditions de vie réelles de ces individus est imaginaire, si, dans leur représentation, ils mettent la réalité la tête en bas, ce phénomène est encore une conséquence de leur mode d'activité matérielle borné et des rapports sociaux étriqués qui en résultent. La production des idées des représentations et de la conscience est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici encore comme l'émanation directe de leur comportement matériel. Il en va de la même production intellectuelle telle qu'elle se présente dans la langue de la politique, celle des lois, de la morale, de la religion, de la métaphysique, etc., de tout un peuple. Ce sont les hommes qui sont les producteurs de leurs représentations, de leurs idées, etc. Mais les hommes réels, agissant, tels qu'ils sont conditionnés par un développement déterminé de leurs forces productives et des rapports qui y correspondent, y compris les formes les plus larges que ceux-ci peuvent prendre. La conscience ne peut jamais être autre chose que l'être conscient. 11. Note en bas de page. 11. Marx décompose le mot Bewusstsein, ouvrez la parenthèse, conscience, fermez la parenthèse, en ces deux éléments. Das Bewusstsein, ouvrez la parenthèse, l'être conscient, fermez la parenthèse. Fin de la note en bas de page. Et l'être des hommes et leur processus de vie réel. Et si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas, comme dans une caméra obscure. 12. Note en bas de page. 12. Chambre noire. Fin de la note en bas de page. Ce phénomène découle de leur processus de vie historique, absolument comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus de vie directement physique. À l'encontre de la philosophie allemande, qui descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au ciel que l'on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et la représentation d'autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os. Non, on part des hommes dans leur activité réelle. C'est à partir de leur processus de vie réel que l'on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que l'on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. De ce fait, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt toute apparence d'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont pas de développement, ce sont au contraire les hommes qui, en développant leur production matérielle et leur rapport matériel,
transforment avec cette réalité qui leur est propre et leur pensée est les produits de leur pensée. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Dans la première façon de considérer les choses, on part de la conscience comme étant l'individu vivant. Dans la seconde façon, qui correspond à la vie réelle, on part des individus réels et vivants eux-mêmes et l'on considère la conscience uniquement comme leur conscience. Cette façon de considérer les choses n'est pas dépourvue de présuppositions. Elle part des prémices réelles et ne les abandonne pas un seul instant. Ces prémices, ce sont les hommes, non pas isolés et figés de quelque manière imaginaire, mais saisis dans leur processus de développement réel, dans des conditions déterminées, développement visible empiriquement. Dès que l'on représente ce processus d'activité vitale, l'histoire cesse d'être une collection de faits sans vie, comme chez les empiristes, qui sont eux-mêmes encore abstraits, ou l'action imaginaire de sujets imaginaires, comme chez les idéalistes. C'est là où cesse la spéculation. C'est dans la vie réelle que commence donc la science réelle, positive, l'analyse de l'activité pratique, du processus de développement pratique des hommes. Les phrases creuses sur la conscience cessent. Un savoir réel doit les remplacer. Avec l'étude de la réalité, la philosophie cesse d'avoir un milieu où elle existe de façon autonome. À sa place, on pourra tout au plus mettre une synthèse des résultats les plus généraux qu'il est possible d'abstraire de l'étude du développement historique des hommes. Ces abstractions, prises en soi, détachées de l'histoire réelle, n'ont absolument aucune valeur. Elles peuvent tout au plus servir à classer plus aisément la matière historique, à indiquer la succession de ces stratifications particulières. Mais elles ne donnent en aucune façon, comme la philosophie, une recette, un schéma, selon lequel on peut accommoder les époques historiques. La difficulté commence seulement, au contraire, lorsqu'on se met à étudier et à classer cette matière, qu'il s'agisse d'une époque révolue ou du temps présent, et à l'analyser réellement. L'élimination de ces difficultés dépend des prémices qu'il nous est impossible de développer ici, car elles résultent de l'étude du processus de vie réelle et de l'action des individus de chaque époque. Nous allons prendre ici quelques-unes de ces abstractions dont nous nous servirons vis-à-vis de l'idéologie et les expliquer par des exemples historiques. 1. Histoire. Avec les Allemands, dénués de toute présupposition, force nous est de débuter par la constatation de la présupposition première de toute existence humaine, partant de toute histoire, à savoir que les hommes doivent être à même de vivre pour pouvoir faire l'histoire. 13. Note en bas de page. 13. Au niveau de cette phrase, Marx a noté dans la colonne de droite Hegel, conditions géologiques. Au niveau de cette phrase, Marx a noté dans la colonne de droite Hegel, conditions géologiques, hydrographiques, etc. Les corps humains, besoins, travail. Fin de la note en bas de page. Mais pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s'habiller et quelques autres choses encore. Le premier fait historique est donc la production des moyens permettant de satisfaire ces besoins. La production de la vie matérielle elle-même, et c'est même là un fait historique, une condition fondamentale de toute l'histoire que l'on doit, aujourd'hui encore, comme il y a des milliers d'années, remplir jour par jour, heure par heure, simplement pour maintenir les hommes en vie. Mais quand la réalité sensible est réduite à un bâton, au strict minimum, comme chez Saint Bruno, 14. Note en bas de page. 14. Allusion à une théorie de Bruno Bauer. Fin de la note en bas de page.
Elle implique l'activité qui produit ce bâton. La première chose, dans toute conception historique, est donc d'observer ce fait fondamental dans toute son importance et toute son extension, et de lui faire droit. Chacun sait que les Allemands ne l'ont jamais fait. Ils n'ont donc jamais eu de base terrestre pour l'histoire, et n'ont par conséquent jamais eu un seul historien. Bien qu'ils n'aient vu la connexité de ce fait avec ce qu'on appelle l'histoire que sous l'angle le plus étroit, surtout tant qu'ils restèrent emprisonnés dans l'idéologie politique, les Français et les Anglais n'en ont pas moins fait les premiers essais pour donner à l'histoire une base matérialiste en écrivant d'abord des histoires de la société bourgeoise, du commerce et de l'industrie. Le second point est que le premier besoin, une fois satisfait lui-même, l'action de le satisfaire et l'instrument déjà acquis de cette satisfaction pousse à de nouveaux besoins. Et cette production de nouveaux besoins est le premier fait historique. C'est à cela que l'on reconnaît aussitôt de quel bois est faite la grande sagesse historique des Allemands. Car là où ils sont à court de matériel positif, et où l'on ne débat ni stupidité théologique, ni stupidité politique ou littéraire, nos Allemands voient, non plus l'histoire, mais les temps préhistoriques. Ils ne nous expliquent du reste pas comment l'on passe de cette absurdité de la préhistoire à l'histoire proprement dite. Bien que, par ailleurs, leur spéculation historique ne jette tout particulièrement sur cette préhistoire, parce qu'elle s'y croit à l'abri des empiétements du fait brutal, et aussi parce qu'elle peut y lâcher la bride à son instinct spéculatif, et qu'elle peut engendrer et jeter bas les hypothèses par milliers. Le troisième rapport, qui intervient ici d'emblée dans le développement historique, est que les hommes, qui renouvellent chaque jour leur propre vie, se mettent à créer d'autres hommes, à se reproduire. C'est le rapport entre hommes et femmes, parents et enfants. C'est la famille. Cette famille, qui est au début le seul rapport social, devient par la suite un rapport subalterne. Ouvrez la parenthèse, sauf en Allemagne. Fermez la parenthèse. Lorsque les besoins accrus engendrent de nouveaux rapports sociaux et que l'accroissement de la population engendre de nouveaux besoins. Par conséquent, on doit traiter et développer ce thème de la famille d'après les faits empiriques existants et non d'après le concept de famille, comme on a coutume de le faire en Allemagne. 15. Note en bas de page. 15. Construction de maisons. Chez les sauvages, il va de soi que chaque famille a sa grotte ou sa hutte propre. De même qu'est normal, chez les nomades, la tente particulière à chaque famille. Cette économie domestique séparée, la suite du développement de la propriété privée, ne la rend que plus indispensable. Chez les peuples agriculteurs, l'économie domestique communautaire est tout aussi impossible que la culture en commun du sol. La construction des villes fut un grand progrès. Cependant, dans toutes les périodes antérieures, la suppression de l'économie séparée, inséparable de la suppression de la propriété privée, était impossible pour cette seule raison déjà que les conditions matérielles faisait défaut. L'établissement d'une économie domestique communautaire a pour condition préalable le développement du machinisme, celui de l'utilisation des forces naturelles et de nombreuses autres forces productives. Par exemple des conduites d'eau, de l'éclairage au gaz, du chauffage par la vapeur, etc. La suppression de la ville et de la campagne. Sans ces conditions, l'économie en commun ne constituerait pas, elle-même, à son tour, une force productive nouvelle. Elle manquerait de toute base matérielle, ne reposerait que sur une base théorique, autrement dit, serait une simple lubie et ne mènerait qu'à l'économie monocale. Ce qui était possible, on en a la preuve dans le groupement en ville et la construction d'édifices communs pour des buts singuliers déterminés, ouvrez la parenthèse, prison, caserne, etc. Fermez la parenthèse. La suppression de l'économie séparée et inséparable, cela va de soi, de l'abolition de la famille. Ouvrez la parenthèse, M-E. Fermez la parenthèse.
Fin de la note en bas de page. Du reste, il ne faut pas comprendre ces 3 aspects de l'activité sociale comme 3 stades différents, mais précisément comme 3 aspects tout simplement, ou, pour employer un langage clair pour des Allemands, 3 moments qui ont coexisté depuis le début de l'histoire et depuis les premiers hommes et qui se manifestent aujourd'hui encore dans l'histoire. Produire la vie, aussi bien la sienne, propre, par le travail, que la vie d'autrui en procréant, nous apparaît donc dès maintenant comme un rapport double. D'une part comme un rapport naturel, d'autre part comme un rapport social. Social en ce sens que l'on entend par là l'action conjuguée de plusieurs individus, peu importe dans quelles conditions, de quelle façon et dans quel but. Il s'ensuit qu'un mode de production ou un stade industriel déterminé sont constamment liés à un mode de coopération ou à un stade social déterminé, et que ce mode de coopération est lui-même une force productive. Il s'ensuit également que la masse des forces productives accessibles aux hommes détermine l'état social, et que l'on doit par conséquent étudier et élaborer sans cesse l'histoire des hommes, en liaison avec l'histoire de l'industrie et des échanges. Mais il est tout aussi clair qu'il est impossible d'écrire une telle histoire en Allemagne, puisqu'il manque aux Allemands, pour la faire, non seulement la faculté de la concevoir et les matériaux, mais aussi la certitude sensible, et que l'on ne peut pas faire d'expérience sur des choses de l'autre côté du Rhin, puisqu'il ne s'y passe plus d'histoire. Il se manifeste donc d'emblée une interdépendance matérialiste des hommes qui est conditionnée par les besoins et le mode de production, et qui est aussi vieille que les hommes eux-mêmes. Interdépendance qui prend sans cesse de nouvelles formes et représente donc une histoire, même sans qu'il existe encore une quelconque absurdité politique ou religieuse qui réunisse les hommes par surcroît. Et c'est maintenant seulement, après avoir déjà examiné 4 moments, 4 aspects des rapports historiques originels, que nous trouvons que l'homme a aussi de la conscience. 16. Note en bas de page. 16. À ce niveau, Marx écrit dans la colonne de droite. Les hommes ont une histoire, parce qu'ils doivent produire leur vie et qu'ils le doivent en fait d'une manière déterminée. C'est impliqué par leur organisation physique, de même que leur conscience. Fin de la note en bas de page. Mais il ne s'agit pas d'une conscience qui soit d'emblée conscience pure. Dès le début, une malédiction pèse sur l'esprit, celle d'être entaché d'une manière qui se présente ici sous forme de couches d'air agité, de sons, en un mot, sous forme de langage. Le langage est aussi vieux que la conscience. Le langage est la conscience réelle, pratique, existant aussi pour d'autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi, et, tout comme la conscience, le langage n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité du commerce avec d'autres hommes. Ma conscience, c'est mon rapport avec ce qui m'entoure. Là où existe un rapport, il existe pour moi. L'animal n'est en rapport avec rien, ne connaît somme tout aucun rapport. Pour l'animal, ses rapports avec les autres n'existent pas en tant que rapport. La conscience est donc d'emblée un produit social et le demeure aussi longtemps qu'il existe des hommes. Bien entendu, la conscience n'est d'abord que la conscience du milieu sensible le plus proche et celle d'une interdépendance limitée avec d'autres personnes et d'autres choses situées en dehors de l'individu qui prend conscience. C'est en même temps la conscience de la nature qui se dresse d'abord en face des hommes comme une puissance foncièrement étrangère, toute puissante et inattaquable, envers laquelle les hommes se comportent d'une façon purement animale, et qui leur en impose autant qu'au bétail. Par conséquent, une conscience de la nature purement animale. Ouvrez la parenthèse, religion de la nature. Fermez la parenthèse. On voit immédiatement que cette religion de la nature, ou ces rapports déterminés envers la nature, sont conditionnés par la forme de la société, et vice-versa.
Ici, comme partout ailleurs, l'identité de l'homme et de la nature apparaît aussi sous cette forme, que le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux, et que leur comportement borné entre eux conditionne à son tour leur rapport borné avec la nature. Précisément parce que la nature est encore à peine modifiée par l'histoire, et que, d'autre part, la conscience de la nécessité d'entrer en rapport avec les individus qui l'entourent marque pour l'homme le début de la conscience, de ce fait qu'il vit, somme toute en société. Ce but est aussi animal que l'est la vie sociale elle-même à ce stade. Il est une simple conscience grégaire, et l'homme se distingue ici du mouton par l'unique fait que sa conscience prend chez lui la place de l'instinct ou que son instinct est un instinct conscient. Cette conscience grégaire ou tribale se développe et se perfectionne ultérieurement en raison de l'accroissement de la productivité, de l'augmentation des besoins et de l'accroissement de la population qui est à la base des deux éléments précédents. Ainsi se développe la division du travail, qui n'est primitivement pas autre chose que la division du travail dans l'acte sexuel, puis devint la division du travail qui se fait d'elle-même ou, par nature, en vertu des dispositions naturelles. Ouvrez la parenthèse, vigueur corporelle par exemple, fermez la parenthèse, des besoins, des hasards, etc. La division du travail ne devient effectivement division du travail qu'à partir du moment où s'opère une division du travail matériel et intellectuel. 17. Note en bas de page. 17. À ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite « Première forme des idéologues, prêtres, coïncidence ». Fin de la note en bas de page. À partir de ce moment, la conscience peut vraiment s'imaginer qu'elle est autre chose que la conscience de la pratique existante, qu'elle représente réellement quelque chose sans représenter quelque chose de réel. À partir de ce moment, la conscience est en état de s'émanciper du monde et de passer à la formation de la théorie pure, théologie, philosophie, morale, etc. Mais même lorsque cette théorie, cette théologie, cette philosophie, cette morale, etc. entrent en contradiction avec les rapports existants, cela ne peut se produire que du fait que les rapports sociaux existants sont entrés en contradiction avec la force productive existante. D'ailleurs, dans une sphère nationale déterminée, cela peut arriver aussi parce que, dans ce cas, la contradiction se produit non pas à l'intérieur de cette sphère nationale, mais entre cette conscience nationale et la pratique des autres nations, c'est-à-dire entre la conscience nationale d'une nation et sa conscience universelle. 18. Note en bas de page. 18. À hauteur de cette phrase, Marx a écrit dans la colonne de droite « Religion. Les Allemands avec l'idéologie en tant que telle ». Fin de la note en bas de page. Peu importe du reste ce que la conscience entreprend isolément, toute cette pourriture ne nous donne que ce résultat. Ces trois moments, la force productive, l'état social et la conscience, peuvent et doivent entrer en conflit entre eux, car, par la division du travail, il devient possible, bien mieux, il arrive effectivement, que l'activité intellectuelle et matérielle, la jouissance et le travail, la production et la consommation échouent en partage à des individus différents. Et alors, la possibilité que ces éléments n'entrent pas en conflit réside uniquement dans le fait qu'on abolit à nouveau la division du travail. Il va de soi du reste que fantôme, lien, être suprême, concept, scrupule, 19. Note en bas de page. 19. Terme du vocabulaire des jeunes hegéliens et de Stirner en particulier. Fin de la note en bas de page. Ne sont que l'expression mentale idéaliste, la représentation apparente de l'individu isolé, la représentation de chaînes et de limites très empiriques à l'intérieur desquelles se meut le mode de production de la vie et le mode d'échange qu'il implique. Cette division du travail, qui implique toutes ces contradictions et repose à son tour sur la division naturelle du travail dans la famille,
et sur la séparation de la société en familles isolées et opposées les unes aux autres. Cette division du travail implique en même temps la répartition du travail et de ses produits, distribution inégale, en vérité, tant en quantité qu'en qualité. Elle implique donc la propriété, dont la première forme, le germe, réside dans la famille, où la femme et les enfants sont les esclaves de l'homme. L'esclavage, certes, encore très rudimentaire et latent dans la famille, est la première propriété, qui d'ailleurs correspond déjà parfaitement ici à la définition des économistes modernes, d'après laquelle elle est la libre disposition de la force de travail d'autrui. Du reste, division du travail et propriété privée sont des expressions identiques. On énonce, dans la première, par rapport à l'activité ce qu'on énonce, dans la seconde, par rapport au produit de cette activité. De plus, la division du travail implique du même coup la contradiction entre l'intérêt de l'individu singulier ou de la famille singulière et l'intérêt collectif de tous les individus qui sont en relation entre eux. Qui plus est, cet intérêt collectif n'existe pas seulement, mettons dans la représentation, en tant qu'intérêt général, mais d'abord dans la réalité comme dépendance réciproque des individus entre lesquels se partage le travail. Enfin, la division du travail nous offre immédiatement le premier exemple du fait suivant. Aussi longtemps que les hommes se trouvent dans la société naturelle, donc aussi longtemps qu'il y a scission entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun, aussi longtemps donc que l'activité n'est pas divisée volontairement, mais du fait de la nature, l'action propre de l'homme se transforme pour lui en puissance étrangère qui s'oppose à lui et l'asservit au lieu qui ne la domine. En effet, dès l'instant où le travail commence à être réparti, chacun a une sphère d'activité exclusive et déterminée qui lui est imposée et dont il ne peut pas sortir. Il est chasseur, pêcheur ou berger, ou critique. 20. Note en bas de page. 20. On sait que Bauer se voulait le champion d'une école philosophique critique. Fin de la note en bas de page. Et il doit le demeurer s'il ne veut pas perdre ses moyens d'existence. Tandis que dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Cette fixation de l'activité sociale, cette pétrification de notre propre produit en une puissance objective qui nous domine, échappant à notre contrôle, contrecarrant nos attentes, réduisant à néant nos calculs, est un des moments capitaux du développement historique jusqu'à nos jours. C'est justement cette contradiction entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif qui amène l'intérêt collectif à prendre en qualité d'État une forme indépendante, séparée des intérêts réels de l'individu et de l'ensemble, et à faire en même temps figure de communauté illusoire, mais toujours sur la base concrète des lieux existants. Dans chaque conglomérat de familles et de tribus, tels que lien du sang, langage, division du travail à une vaste échelle et autres intérêts. Et parmi ces intérêts, nous trouvons en particulier, comme nous le développerons plus loin, les intérêts des classes déjà conditionnées par la division du travail, qui se différencient dans tout groupement de ce genre et dont l'une domine toutes les autres. Il s'ensuit que toutes les luttes à l'intérieur de l'État, la lutte entre la démocratie, l'aristocratie et la monarchie, la lutte pour le droit de vote, etc., ne sont que les formes illusoires sous lesquelles sont menées les luttes effectives des différentes classes entre elles. Ouvrez la parenthèse, ce dont les théoriciens allemands
ne soupçonnent pas un traître mot, bien qu'à ce sujet on leur ait assez montré la voie dans les annales franco-allemandes et dans la Sainte Famille. 21. Note en bas de page. 21. Les annales franco-allemandes étaient une revue éditée à Paris par Marx et Ruge. Seul parut le premier numéro en février 1844. Il contenait 2 articles de Marx sur la question juive, contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, et un long article d'Engels, esquisse d'une critique de l'économie politique. Les divergences entre Marx et Ruge ne permirent pas de poursuivre cette parution. En 1845, à Francfort-sur-Main, avait paru l'ouvrage de Marx et Engels, La Sainte Famille, ou Critique de la critique critique, contre Bruno Bauer et consorts, titre allemand Die Heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Konsorten. Fermez la parenthèse. Et il s'ensuit également que toute classe qui aspire à la domination, même si sa domination détermine l'abolition de toute l'ancienne forme sociale et de la domination en général, comme c'est le cas pour le prolétariat, il s'ensuit donc que cette classe doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général, ce à quoi elle est contrainte dans les premiers temps. Précisément parce que les individus ne cherchent que leur intérêt particulier, qui ne coïncide pas pour eux avec leur intérêt collectif, l'universalité n'étant somme toute qu'une forme illusoire de la collectivité. Cet intérêt est présenté comme un intérêt qui leur est étranger, qui est indépendant d'eux, et qui est lui-même à son tour un intérêt général, spécial et particulier, ou bien ils doivent se mouvoir. 22. Note en bas de page. 22. L'édition Méga donne une version légèrement différente. Sich begegnen, s'affronter, au lieu de sich bewegen, se mouvoir. Eux-mêmes dans cette dualité, comme c'est le cas dans la démocratie. Par ailleurs, le combat pratique de ces intérêts particuliers, qui constamment se heurtent réellement aux intérêts collectifs et illusoirement collectifs, rend nécessaire l'intervention pratique et le refrénement par l'intérêt général, illusoire sous forme d'État. La puissance sociale, c'est-à-dire la force productive décuplée qui naît de la coopération des divers individus conditionnés par la division du travail, n'apparaît pas à ces individus comme leur propre puissance conjuguée, parce que cette coopération elle-même n'est pas volontaire, mais naturelle. Elle leur apparaît au contraire comme une puissance étrangère, située en dehors d'eux, dont ils ne savent ni d'où elle vient, ni où elle va, qu'ils ne peuvent donc plus dominer et qui, à l'inverse, parcourt maintenant une série particulière de phases et de stades de développement, si indépendante de la volonté et de la marche de l'humanité, qu'elle dirige en vérité cette volonté et cette marche de l'humanité. Cette aliénation, pour que notre exposé reste intelligible aux philosophes, ne peut naturellement être abolie qu'à 2 conditions pratiques. Pour qu'elle devienne une puissance insupportable, c'est-à-dire une puissance contre laquelle on fait la révolution, il est nécessaire qu'elle ait fait de la masse de l'humanité une masse totalement privée de propriété, qui se trouve en même temps en contradiction avec un monde de richesse et de culture existant réellement, chose qui suppose toutes deux un grand accroissement de la force productive, c'est-à-dire un stade élevé de son développement. D'autre part, ce développement des forces productives, ouvrez la parenthèse,
qui implique déjà que l'existence empirique actuelle des hommes se déroule sur le plan de l'histoire mondiale au lieu de se dérouler sur celui de la vie locale, fermez la parenthèse, est une condition pratique préalable, absolument indispensable, car, sans lui, c'est la pénurie qui deviendrait générale, et, avec le besoin, c'est aussi la lutte pour le nécessaire qui recommencerait et l'on retomberait fatalement dans la même vieille gadoue. Il est également une condition pratique sine qua non, parce que des relations universelles du genre humain peuvent être établies uniquement par ce développement universel des forces productives, et que d'une part, il engendre le phénomène de la masse privée de propriété simultanément dans tous les pays. Ouvrez la parenthèse, concurrence universelle, fermez la parenthèse, qu'il rend ensuite chacun d'eux dépendant des bouleversements des autres, et qu'il a mis enfin des hommes vivants empiriquement l'histoire mondiale, à la place des individus vivant sur un plan local. Sans cela, 1. Le communisme ne pourrait exister que comme phénomène local. 2. Les puissances des relations humaines elles-mêmes n'auraient pu se développer comme puissance universelle, et de ce fait insupportables, elles seraient restées des circonstances relevant des superstitions locales. Et 3. Toute extension des échanges abolira le communisme local. Le communisme n'est empiriquement possible que comme l'acte soudain et simultané des peuples dominants, ce qui suppose à son tour le développement universel de la force productive et les échanges mondiaux étroitement liés au communisme. Autrement, comment la propriété, par exemple, aurait-elle pu, somme toute, avoir une histoire, prendre différentes formes? Comment, disons, la propriété foncière aurait-elle pu, selon les conditions diverses qui se présentaient, passer en France du morcellement à la centralisation dans les mains de quelqu'un, et en Angleterre de la centralisation entre les mains de quelqu'un au morcellement, comme c'est effectivement le cas aujourd'hui? Ou bien comment se fait-il encore que le commerce, qui pourtant représente l'échange des produits d'individus et de nations différentes et rien d'autre, domine le monde entier par le rapport de l'offre et de la demande, rapport qui, selon un économiste anglais, plane au-dessus de la terre comme la fatalité antique et distribue, d'une main invisible, le bonheur et le malheur parmi les hommes, fonde des empires, anéantit des empires, fait naître et disparaître des peuples, tandis qu'une fois abolie la base, la propriété privée, et instauré la réglementation communiste de la production, qui abolit chez l'homme le sentiment d'être devant son propre produit, comme devant une chose étrangère, la puissance du rapport de l'offre et de la demande est réduite à néant, et les hommes reprennent en leur pouvoir l'échange, la production, leur mode de comportement réciproque. Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Du reste, la masse d'ouvriers qui ne sont qu'ouvriers, force de travail massive, coupée du capital et de toute espèce de satisfaction, même bornée, suppose le marché mondial, comme le suppose aussi du coup, du fait de la concurrence, la perte de ce travail en tant que source assurée d'existence et non plus à titre temporaire. Le prolétariat ne peut donc exister qu'à l'échelle de l'histoire universelle, de même que le communisme, qui en est l'action, ne peut absolument pas se rencontrer autrement qu'en tant qu'existence historique universelle. Existence historique universelle des individus, autrement dit, existence des individus directement liés à l'histoire universelle. La forme des échanges, conditionnée par les forces de production existant à tous les stades historiques qui précèdent le nôtre,
et le conditionnant à leur tour, est la société civile qui, comme il ressort déjà de ce qui précède, a pour condition préalable et base fondamentale la famille simple et la famille composée, ce que l'on appelle le clan, dont les définitions plus précises ont déjà été données ci-dessus. Il est donc déjà évident que cette société bourgeoise est le véritable foyer, la véritable scène de toute histoire, et l'on voit à quel point la conception passée de l'histoire était un non-sens qui négligeait les rapports réels et se limitait aux grands événements historiques et politiques retentissants. Jusqu'ici, nous n'avons examiné qu'un seul aspect de l'activité humaine, la transformation de la nature par les hommes. L'autre aspect, la transformation des hommes par les hommes. La société bourgeoise embrasse l'ensemble des rapports matériels des individus à l'intérieur d'un stade de développement déterminé des forces productives. Elle embrasse l'ensemble de la vie commerciale et industrielle d'une étape et déborde par là même l'État et la nation, bien qu'elles doivent, par ailleurs, s'affirmer à l'extérieur comme nationalité et s'organiser à l'intérieur comme État. Le terme de société civile, 23. Note en bas de page. 23. L'expression allemande est Bürgerliche Gesellschaft, qui pourrait signifier ailleurs société bourgeoise. Apparue au XVIIIe siècle, dès que les rapports de propriété se furent dégagés de la communauté antique et médiévale. La société civile, en tant que telle, ne se développe qu'avec la bourgeoisie. Toutefois, l'organisation sociale issue directement de la production et du commerce, et qui forme en tout temps la base de l'État et du reste de la superstructure idéaliste, a toutefois été constamment désignée sous le même nom. B. De la production de la conscience. À vrai dire, dans l'histoire passée, c'est aussi un fait parfaitement empirique qu'avec l'extension de l'activité, au plan de l'histoire universelle, les individus ont été de plus en plus asservis à une puissance qui leur est étrangère. Oppression qu'ils prenaient pour une tracasserie de ce qu'on appelle l'esprit du monde, une puissance qui est devenue de plus en plus massive et se révèle en dernière instance être le marché mondial. Mais il est tout aussi fondé empiriquement que cette puissance, si mystérieuse pour les théoriciens allemands, sera abolie par le renversement de l'état social actuel, par la révolution communiste. Ouvrez la parenthèse, nous en parlerons plus tard, fermez la parenthèse. Et par l'abolition de la propriété privée qui ne fait qu'un avec elle. Alors, la libération de chaque individu en particulier se réalisera exactement dans la mesure où l'histoire se transformera complètement en histoire mondiale. 24. Note en bas de page. 24. À ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite « de la production de la conscience ». D'après ce qui précède, il est clair que la véritable richesse intellectuelle de l'individu dépend entièrement de la richesse de ses rapports réels. C'est de cette seule manière que chaque individu en particulier sera délivré de ses diverses limites nationales et locales, mises en rapport pratique avec la production du monde entier. Ouvrez la parenthèse, y compris la production intellectuelle, fermez la parenthèse, et mise en état d'acquérir la capacité de jouir de la production du monde entier dans tous ses domaines. Ouvrez la parenthèse, création des hommes, fermez la parenthèse. La dépendance universelle, cette forme naturelle de la coopération des individus à l'échelle de l'histoire mondiale, sera transformée par cette révolution communiste en contrôle et domination consciente de ces puissances qui, engendrées par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres, leur en ont imposé jusqu'ici,
comme si elles étaient des puissances foncièrement étrangères, et les ont dominées. Cette conception peut être à son tour conçue d'une manière spéculative et idéaliste, c'est-à-dire fantastique, comme génération du genre 25. Note en bas de page. 25. En allemand, Gattung, que nous traduisons par genre, dans le sens de genre humain. Par lui-même. Ouvrez la parenthèse. La société en tant que sujet. Fermez la parenthèse. Et, par là, même la série successive des individus en rapport les uns avec les autres peut être représentée comme un individu unique qui réaliserait ce mystère de s'engendrer lui-même. On voit ici que les individus se créent bien les uns les autres, au physique et au moral, mais qu'ils ne se créaient pas ni dans le non-sens de saint Bruno, ni dans le sens de l'unique. 26. Note en bas de page. 26. Max Stirner. De l'homme fait lui-même. Cette conception de l'histoire a donc pour base de développement du procès réel de la production, et cela en partant de la production matérielle de la vie immédiate. Elle conçoit la forme des relations humaines liées à ce mode de production et engendrées par elle. Je veux dire la société civile à ses différents stades comme étant le fondement de toute l'histoire, ce qui consiste à la représenter dans son action en tant qu'État, aussi bien qu'à expliquer par elle l'ensemble des diverses productions théoriques et des formes de la conscience, religion, philosophie, morale, etc., et à suivre sa genèse à partir de ses productions, ce qui permet alors naturellement de représenter la chose dans sa totalité. Ouvrez la parenthèse, et d'examiner aussi l'action réciproque de ces différents aspects. Fermez la parenthèse. Elle n'est pas obligée, comme la conception idéaliste de l'histoire, de chercher une catégorie dans chaque période, mais elle demeure constamment sur le soi réel de l'histoire. Elle n'explique pas la pratique d'après l'idée, elle explique la formation des idées d'après la pratique matérielle. Elle arrive par conséquent à ce résultat que toutes les formes et produits de la conscience peuvent être résolus, non par grâce à la critique intellectuelle, par la réduction à la conscience de soi ou à la métamorphose en revenant, en fantôme, en obsession. 27. Note en bas de page. 27. Allusion aux théories de Bauer et de Stirner. Voir ci-dessus. Etc. Mais uniquement par le renversement pratique des rapports sociaux concrets d'où sont nées ces sornettes idéalistes. Ce n'est pas la critique, mais la révolution qui est la force motrice de l'histoire, de la religion, de la philosophie et de toute autre théorie. Cette conception montre que la fin de l'histoire n'est pas de se résoudre en conscience de soi, comme esprit de l'esprit, mais qu'à chaque stade se trouve donné un résultat matériel, une somme de forces productives, un rapport avec la nature et entre les individus, créé historiquement et transmis à chaque génération par celle qui la précède, une masse de forces de production, de capitaux et de circonstances qui, d'une part, sont bien modifiées par la nouvelle génération, mais qui, d'autre part, lui dictent ses propres conditions d'existence et lui impriment un développement déterminé, un caractère spécifique. Par conséquent, les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances. Cette somme de forces de production, de capitaux, de formes de relations sociales que chaque individu et chaque génération trouvent comme des données existence est la base concrète de ce que les philosophes se sont représentés comme.
substance et essence de l'homme, de ce qu'ils sont portés au nu ou qu'ils ont combattu, base concrète dont les effets et l'influence sur le développement des hommes ne sont nullement affectés parce que ces philosophes se révoltent contre elles en qualité de conscience de soi et d'unique. Ce sont également ces conditions de vie que trouvent prêtes les différentes générations, qui déterminent si la secousse révolutionnaire qui se reproduit périodiquement dans l'histoire sera assez forte pour renverser les bases de tout ce qui existe. Les éléments matériels d'un bouleversement total sont, d'une part, les forces productives existantes et, d'autre part, la formation d'une masse révolutionnaire qui fasse la révolution, non seulement contre ces conditions particulières de la société passée, mais contre la production de la vie antérieure elle-même, contre l'ensemble de l'activité qui en est le fondement. Si ces conditions n'existent pas, il est tout à fait indifférent pour le développement pratique que l'idée de ce bouleversement ait déjà été exprimée 1000 fois, comme le prouve l'histoire du communisme. Jusqu'ici, toute conception historique a, ou bien laissé complètement de côté, cette base réelle de l'histoire, ou la considérer comme une chose accessoire, n'ayant aucun lien avec la marche de l'histoire. De ce fait, l'histoire doit toujours être écrite d'après une norme située en dehors d'elle. La production réelle de la vie apparaît à l'origine de l'histoire, tandis que ce qui est proprement historique apparaît comme séparé de la vie ordinaire, comme extra- et supraterrestre. Les rapports entre les hommes et la nature sont de ce fait exclus de l'histoire, ce qui engendre l'opposition entre la nature et l'histoire. Par conséquent, cette conception n'a pu voir dans l'histoire que les grands événements historiques et politiques, des luttes religieuses et somme toute théoriques, et elle a dû, en particulier, partager pour chaque époque historique l'illusion de cette époque. Mettons qu'une époque s'imagine être déterminée par des motifs purement politiques ou religieux, bien que politique et religion ne soient que des formes de ces moteurs réels. Son historien accepte alors cette opinion. L'imagination, la représentation que ces hommes déterminés se font de leurs pratiques réelles, se transforme en la seule puissance déterminante et active qui domine et détermine la pratique de ces hommes. Si la forme rudimentaire sous laquelle se présente la division du travail chez les Indiens et chez les Égyptiens suscite chez ces peuples un régime de caste dans leur État et dans leur religion, l'historien croit que le régime des castes est la puissance qui a engendré cette forme sociale rudimentaire. Tandis que les Français et les Anglais s'en tiennent au moins à l'illusion politique qui est encore la plus proche de la réalité, les Allemands se meuvent dans le domaine de l'esprit pur et font de l'illusion religieuse la force motrice de l'histoire. La philosophie de l'histoire de Hegel est la dernière expression conséquente, poussée à sa plus pure expression de toute cette façon qu'ont les Allemands d'écrire l'histoire, et dans laquelle il ne s'agit pas d'intérêt réel, pas même d'intérêt politique, mais d'idées pures. Cette histoire ne peut alors manquer d'apparaître à Saint-Bruno comme une suite d'idées dont l'une dévore l'autre et sombre finalement dans la conscience de soi, et à Saint Max Stirner qui ne sait rien de toute l'histoire réelle. Cette marche de l'histoire devait apparaître avec bien plus de logique encore comme une simple histoire de chevaliers, de brigands et de fantômes. 28. Note en bas de page. 28. À ce niveau, Marx a écrit dans la colonne de droite « La manière dite objective d'écrire l'histoire consistait précisément à concevoir les rapports historiques séparés de l'activité. » Caractère réactionnaire. Aux visions desquelles il n'arrive naturellement à échapper que par la désacralisation. Cette conception est vraiment religieuse,
Elle suppose que l'homme religieux est l'homme primitif dont part toute l'histoire, et elle remplace, dans son imagination, la production réelle des moyens de vivre et de la vie elle-même par une production religieuse de choses imaginaires. Toute cette conception de l'histoire, ainsi que sa désagrégation et les scrupules et les doutes qui en résultent, n'est qu'une affaire purement nationale concernant les seuls Allemands et n'a qu'un intérêt local pour l'Allemagne, comme par exemple la question importante et maintes fois traitée récemment de savoir comment l'on passe exactement du royaume de Dieu au royaume des hommes, comme si ce royaume de Dieu avait jamais existé ailleurs que dans l'imagination des hommes, et comme si ces doctes sires ne vivaient pas sans cesse et sans s'en douter dans le royaume des hommes, dont ils cherchent maintenant le chemin, et comme si l'amusement scientifique, car ce n'est rien de plus, qu'il y a à expliquer la singularité de cette construction théorique dans les nuages ne consistait pas, au contraire, à démontrer comment elle est née de l'état de choses terrestres réelles. En général, il s'agit constamment, pour ces Allemands, de ramener l'absurdité qu'ils rencontrent à quelque autre lubie, c'est-à-dire de poser que tout ce non-sens a somme toute un sens particulier qu'il s'agit de déceler, alors qu'il s'agit uniquement d'expliquer cette phraséologie théorique par les rapports réels existants. La véritable solution pratique de cette phraséologie, l'élimination de ces représentations dans la conscience des hommes, ne sera réalisée, répétons-le, que par une transformation des circonstances et non par des déductions théoriques. Pour la masse des hommes, c'est-à-dire pour le prolétariat, ces représentations théoriques n'existent pas. Donc, pour cette masse, elles n'ont pas non plus besoin d'être supprimées. Et si celle-ci a jamais eu quelque représentation théorique telle que la religion, il y a longtemps déjà qu'elles sont détruites par les circonstances. Le caractère purement national de ces questions et de leurs solutions se manifeste encore dans le fait que ces théoriciens croient, le plus sérieusement du monde, que les divagations de l'esprit comme l'homme-dieu, l'homme, etc., ont présidé aux différentes époques de l'histoire. Saint Bruno va même jusqu'à affirmer que seule la critique et les critiques ont fait l'histoire. Et, en ceci que, lorsqu'ils s'adonnent eux-mêmes à des constructions historiques, ils sautent à toute vitesse par-dessus tout le passé et passent de la civilisation mongole à l'histoire proprement riche de contenu, c'est-à-dire à l'histoire des annales de Halle et des annales allemandes. 29. Note en bas de page. 29. Titre abrégé d'une seule et même revue des jeunes hegéliens qui parut de 1838 à 1843 sous forme de feuillet quotidien. De janvier 1838 à juin 1841, elle s'intitula Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst. Ouvrez la parenthèse, Annales de Halle pour la science et l'art allemand. Fermez la parenthèse. Sous la direction d'Arnold Ruge et de Théodore Echtermeyer. Menacée d'être interdite en Prusse, la revue émigra en Saxe et prit le nom, en juillet 1841, de Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst. Ouvrez la parenthèse, Annales allemandes pour la science et l'art. Fermez la parenthèse. Mais en janvier 1843, le gouvernement interdit la parution de la revue, interdiction qui fut étendue à toute l'Allemagne par décision du Bundestag. Et raconte comment l'école hegélienne a dégénéré en dispute générale. Toutes les autres nations, tous les événements réels sont oubliés. Le théâtre du monde se limite à la foire aux livres de Leipzig et aux controverses réciproques de la critique de l'homme et de l'unique. 30. Note en bas de page. 30. Dans l'ordre, allusion à Bauer, Feuerbach,
Stirner. Lorsqu'il arrive à la théorie de traiter de thèmes vraiment historiques, comme le XVIIIe siècle par exemple, ces philosophes ne donnent que l'histoire des représentations, détachées des faits et des développements pratiques qui en constituent la base, et, de plus, ils ne donnent cette histoire que dans le dessein de représenter l'époque en question comme une première étape imparfaite, comme l'annonciatrice encore bornée de la véritable époque historique, c'est-à-dire de l'époque de la lutte des philosophes allemands de 1840 à 1844. Leur objectif, c'est donc d'écrire une histoire du passé pour faire resplendir avec d'autant plus d'éclat la gloire d'une personne qui n'est pas historique et de ses imaginations. Et il est conforme à ce but de ne pas évoquer les événements réellement historiques, ni même les intrusions réellement historiques de la politique dans l'histoire, et d'offrir, en compensation, un récit qui ne repose pas sur une étude sérieuse, mais sur des montages historiques et des cancans littéraires, comme l'a fait Saint Bruno dans son histoire du XVIIIe siècle. 31. Note en bas de page. 31. Bruno Bauer, Geschichte des Politik, Kultur und Aufklärung des 18. Jahrhunderts. BD 1-4. Charlottenburg, 1843-1845. Maintenant oublié. Ces épiciers de la pensée, pleins d'emphase et d'arrogance qui se croient infiniment au-dessus des préjugés nationaux, sont, dans la pratique, beaucoup plus nationaux que les piliers de brasserie qui rêvent en petits bourgeois de l'unité allemande. Ils refusent tout caractère historique aux actions des autres peuples. Ils vivent en Allemagne en vue de l'Allemagne et pour l'Allemagne. Ils transforment la chanson du Rhin. 32. Note en bas de page. 32. Chant nationaliste de Nicolas Becker, Le Rhin allemand, composé en 1840 et qui est provoqué alors deux ripostes différentes, celle de Musset, cocardière, celle de Lamartine, pacifiste. En hymne spirituel, et font la conquête de l'Alsace-Lorraine en pillant la philosophie française au lieu de piller l'État français, et en germanisant des pensées françaises au lieu de germaniser des provinces françaises. Monsieur Venedet, 33. Note en bas de page, 33. Jacob Venedet, ouvrez la parenthèse, 1805-1871, fermez la parenthèse. Journaliste et homme politique allemand de gauche. Fait figure de cosmopolite à côté de Saint-Bruno et de Saint-Max. 34. Note en bas de page. 34. Il s'agit de Bruno Bauer et de Max Stirner. Qui proclament l'hégémonie de l'Allemagne